Donc moi, c'est marqué par là, non, par là, voilà, là. C'est marqué dessus, mais je suis Susan Bossan et mon super travail, c'est d'être Serious Game Designer. Et en plus, c'est marqué là, voilà. Donc, je suis Serious Game Designer, ça veut dire que je conçois des jeux sur commande. Donc, les entreprises ou les organismes de formation viennent me voir et me demandent de créer des serious games pour leur formation. En parallèle de ça, je fais de la formation au serious game design et à la ludopédagogie. Depuis 18 ans, avec pas mal de formations. Là, je termine un master en sciences du jeu. J'ai fait le DU apprendre par le jeu. Enfin, voilà. Plein de choses qui sont passionnantes. D'ailleurs, je vous invite à regarder. Notamment, le master est hyper intéressant si vous aimez les jeux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vais essayer de ne pas vous raconter de bêtises. Néanmoins, eh bien, si je le fais, sachez que j'ai le droit à l'erreur. Et vous aussi, parce que peut-être vous en aurez besoin ce matin, hein, sait-on jamais. Donc, je vous propose qu'on instaure un petit cadre de travail, parce que ne pensez pas que vous êtes venu là pour vous tourner les pouces. Donc, ce matin, je vous propose qu'on se dise que, voilà, droit à l'erreur. Je vous propose aussi qu'on soit bienveillant. Alors, la première des bienveillances, elle commence par soi. Donc, soyez bienveillant avec vous-même. Autorisez-vous de tenter des trucs et puis que ça rate, que ça soit pas parfait. Et en même temps, soyez un petit peu exigeant pour que, justement, vous mettre un petit peu, des fois, vous pousser un peu pour oser faire des choses, pour vous mettre dans des situations qui sont pas toujours très confortables, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Évidemment, cette bienveillance et cette exigence, je vous propose qu'on la mette aussi au service des autres, pour pas être complaisant, mais voilà, pour les aider à progresser. Dans le cadre de travail, l'entraide, si ça vous va. Comme dans les blagues, là, on essaye de trouver tous ensemble, on se souffle, on s'encourage, etc. OK. Et puis, je rajouterais bien l'humour parce que je l'ai fait ce matin, mais voilà, si on peut passer un moment chouette ensemble, tant mieux. Vous avez vu que mon humour, il est... Enfin, c'est bien parce que je crois qu'il y en a qui ont le même. Mais voilà, vous avez le droit d'avoir pas le même, mais on peut partager tous ensemble. Donc, le cadre que je vous propose, si je le récapitule, ça donne droit à l'erreur, bienveillance, exigence, entraide et humour. Est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, je vous propose d'aller dans la petite barre de réaction et de mettre un emoji sourire ou un emoji pouce, puisque moi, je vais faire un petit cœur pour vous montrer que moi, je soutiens c'est beau, hein. Parfait, j'ai plein de pouces et d'emojis, machin. Il est en bas, en dessous de l'écran. Si vous cherchez, c'est la petite main levée. Parfait, trop bien. Il y en a plein qui ont dit oui. C'est bon signe. Et ceux qui seront en replay, parce que ce webinaire aura un replay, eh bien, sachez qu'il faudra vous l'autoriser pendant le replay et vous avez le droit d'être bienveillant avec l'intervenante et exigeant. Les deux à la fois. Mais sachez qu'il faut lui octroyer le droit à l'erreur à cette intervenante. Donc, je me suis présentée. On a un cadre, c'est parfait. Je vais vous parler des jeux de coopération. Je vais vous parler des jeux de coopération. Alors, normalement, j'ai un truc magnifique. Voilà. Jeux de coopération et on va commencer par dire ce que c'est un jeu de coopération. Mais avant, peut-être que vous avez des exemples de jeux de coopération et là, c'est le moment d'aller dans l'outil discussion, chat et de mettre en tout cas, les jeux que vous connaissez. Vous pouvez écrire un ou deux jeux. Alors, les escape games, ok, je vois Yasmina. Ok, escape card. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Alors oui, hors serious game.
Ok, paléo, très bien. Galérapagos, c'est un bon sujet. Est-ce que c'est vraiment un jeu de coopération? Tout ce qui est jeu d'enquête, ok. Je ne connais pas Affamé, mais je crois sur parole, Julie. Codename. L'as-tu vu, c'est pareil, je ne connais pas. Oh là là, il y a des jeux que je ne connais pas, ce qui est normal, hein. Le Verger, l'île interdite, Décrypto, ok. Tout ça sont des jeux de coopération. Dans le dernier, un des derniers que j'ai acheté, je vais vous le montrer. C'est celui-ci, Roméo et Juliette. Hop. Qui est sympa, en tout cas qui est un peu original. Vous avez la série évidemment Pandémie, hein, auquel on a beaucoup joué pendant le Covid, ou pas, ça dépendait de notre appétence pour le sujet. Ouais, il y en a plein, plein, plein. Je vois que, en fait, l'idée, c'est de vous dire qu'un jeu coopératif, effectivement, il y en a de plus en plus. Ça, voilà, on en trouve, on voit une évolution du marché de manière vraiment importante, en fait. Ces dernières années, on peut estimer que la croissance entre 2013-2023, donc sur une dizaine d'années, le marché des jeux coopératifs a été multiplié par 10 et a pris vraiment une part significative dans la part des jeux de société vendus chaque année. En gros, on serait à peu près, alors voilà, à confirmer, mais les chiffres que j'ai trouvés, c'est 25 milliards de dollars en 2023, ce qui est quand même pas rien pour la vente des jeux coopératifs. Donc, juste vous dire que cet engouement qu'on peut trouver dans les jeux, dans les serious games pour les jeux coopératifs, finalement, il reflète un engouement qu'on a déjà dans notre société pour les jeux coop. Un jeu coopératif, c'est un jeu où tous les joueurs et les joueuses vont jouer ensemble pour atteindre un objectif commun. Ils vont jouer contre le jeu ou contre quelque chose. En général, vous avez plusieurs types, on va dire. Moi, j'identifie 4 types de jeux. On a les jeux qui vont être, alors, et c'est cumulatif, mais les grandes caractéristiques, c'est on va se battre avec une limite de temps. Donc, en fait, ce qui va faire qu'on gagne ou qu'on perd, c'est qu'on atteint l'objectif fixé dans une limite de temps. L'autre type de jeu, ça va être par exemple Anabi, que vous avez cité, ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas sûre en fait, je ne l'ai pas vu passer. Anabi, c'est un jeu où on va atteindre un score en fait. Donc on finit la partie, le paquet de cartes ou une condition de fin de partie, en l'occurrence 3 pions rouges. Là, on regarde en fait le score qu'on a réussi à atteindre. Et il y a une échelle de réussite. Donc soit on fait des feux d'artifice dans un habit, soit on fait un feu d'artifice bof pas terrible, soit c'est le feu d'artifice du siècle. Et dans ce cas-là, on est très content. Voilà, il y a en gros, on joue avec une graduation des scores. C'est, on va dire, une des conditions. Le temps, le scoring. Après, on va avoir, c'est en général le cas des énigmes, mais ce n'est pas toujours le cas. On doit résoudre quelque chose. Donc, tous les jeux d'énigmes que vous avez cités, hein, les escape games, tout ça, on va devoir résoudre des énigmes. Alors, soit avec un temps, soit juste on doit les résoudre pour obtenir la fin. Et puis, on va avoir des jeux, alors je ne parle pas des conditions de victoire un peu spécifiques, genre l'île interdite où il faut aller sur l'héliport, que tout le monde y soit, qu'on ait collecté les 4 reliques et qu'on ait un hélicoptère pour nous emmener. Et donc, si on réunit tout ça,
on a gagné. Donc oui, là, on est sur des conditions vraiment spécifiques. Le dernier type de jeu coopératif, que moi, je considère un peu moins comme des jeux souvent, c'est des jeux où on va viser à créer collectivement quelque chose. Et quand on crée ce quelque chose, finalement, le jeu, c'est de créer ensemble. Peu importe, soit il y a des directives pour arriver à quelque chose, mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de on y arrive ou on n'y arrive pas. On est satisfait de ce qu'on a créé une belle histoire, ou alors non, on n'est pas satisfait, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'issue, il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant. Quand je dis gagnant ou perdant, on n'a pas tous gagné ou tous perdu. Voilà, on a appris un moment ensemble sans condition de victoire. Ce qui, moi, va questionner, en tout cas, ma définition d'un jeu, celle que je partage avec notamment Gilles Brougère, j'aime bien sa définition, où on doit avoir une issue incertaine. Là, finalement, cette issue, elle est un peu gommée. Ça vous donne un aperçu, en tout cas, de ces types de jeux. D'ailleurs, normalement, hop là. Il y a des questions dans le chat. Est-ce que tu préfères y répondre à la fin? On les garde pour le Comme tu moment? veux, si elles sont vraiment un type de jeu sur la création collective. Ouais. Si elles sont à propos, tu peux me les poser si je les vois pas. N'hésite pas. Type de jeu sur la création, alors j'en fais peu. Ça va être des jeux. C'est pas tout à fait Il était une fois parce qu'il y a un objectif. Et moi, j'y joue pas trop à ce type de jeu, donc j'ai pas beaucoup d'exemples. Souvent, c'est des jeux où on doit créer une histoire et qui vont être détournés. Peut-être. Alors, Carte Aventura, on peut. Non, je dirais non, parce que on va réussir ou échouer. On va trouver la bonne manière, même si ce qui compte dans Carte Aventura, c'est le parcours. Et on peut se poser la question de est-ce que c'est un jeu ou pas. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon je suis là pour un moment. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt des jeux très créatifs. Il y a des jeux de dessin aussi. On va finalement, l'important c'est chacun va mettre un petit bout de dessin et on va créer quelque chose. La plupart des jeux du commerce qui s'affichent comme jeux, on essaye plutôt de raccorder, même si les gens s'en détachent, on essaye de mettre un objectif de victoire ou de défaite. Mais ça, voilà, ça va être, on va le trouver dans des jeux d'apéro aussi, où l'idée c'est de raconter une histoire. Là, j'ai vu un financement participatif sur un jeu qui s'appelle Jean-Claude, je crois, que je pense que je vais acheter. Je leur fais un peu de pub. L'idée, c'est qu'on raconte une histoire, on essaie de trouver une issue possible à la situation de Jean-Claude. Il y a quand même une condition de victoire, c'est que si personne ne trouve, Jean-Claude meurt. Donc voilà, parce qu'il lui arrive toujours des trucs pas cool. Mais l'idée, c'est de créer des choses avec des cartes qui ressemblent un peu à Dixit, en proposant des idées de scénarios et en construisant ensemble. Donc voilà, moi, j'ai pas vraiment de jeu très créatif, mais je sais qu'il en existe. J'en ai en Serious Game, notamment un jeu qui a été créé pour... j'ai oublié la technique, mais on doit créer des dessins sur des cartes de 9 par 9. Et donc, voilà, on est sur des choses où finalement, il n'y a pas d'enjeu que de passer un moment très créatif. Je vais répondre après sur qu'est-ce qu'on peut transformer tous les jeux en jeux coopératifs. Je vais y revenir. En tout cas, quand on voit, finalement, il y a des récurrences dans les jeux coopératifs, et j'ai commencé à vous dire certains, c'est des jeux et c'est pas des jeux. Hop, je reviens 3 diapos en arrière, voilà. Juste poser un postulat entre gamification et serious game. Moi, je vais vous parler de serious game, donc je vais redire ce que c'est. La gamification, c'est on prend une activité telle qu'elle est, enfin, quelle qu'elle soit, pas telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, par exemple, au hasard, une formation, et je vais y rajouter des éléments de l'univers du jeu pour augmenter l'engagement des participants dans l'activité. Par exemple, une fresque qui va être collaborative en général, coopérative. Une fresque, c'est de la gamification. On n'a pas de jeu
y compris parce qu'on n'a pas de victoire, on n'a pas d'objectif avec une condition de victoire ou une condition de défaite. Donc, si vous rajoutez un jeu de cartes qui va juste servir pour poser les idées plutôt que d'avoir un tableau Excel, par exemple, eh bien, on est sur de la gamification. Si je fais répondre mes élèves, je les interroge et à la place de désigner au hasard, je lance un dé ou je prends une appli type choisi pour tirer au hasard, je vais gamifier. Donc ça, moi, je ne vais pas en parler ce matin. Je vais me focaliser sur les serious games qui sont des jeux qui ont une fonction utilitaire et nous, pour celles qui nous intéressent, une fonction pédagogique. Donc, on va rajouter des objectifs pédagogiques à des jeux. Donc, nous, en tout cas, moi, ce matin, quand je vais vous parler de serious game, quand je vais vous parler de jeux coopératifs, je vais vraiment parler de serious game, pas de situation d'apprentissage gamifié. Et le mieux, du coup, toc, 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 je reviens. J'aurais mis des images, mais le mieux, c'est de tester un petit jeu coopératif et de se dire, on va expérimenter. Ensuite, on reviendra sur quelles sont les limites et quels sont les avantages des jeux coopératifs en formation. Attention, parce que là, pour le coup, on est bien d'accord. Moi, je prends l'usage pédagogique des serious games. Est-ce que, je sais pas, un ou une d'entre vous veut prendre la parole en disant, vous, votre vision de ce qui s'est passé? Tu as deux remarques très très intéressantes dans le chat. La Alors, première ok. étant, si ce n'est le fait d'être à plusieurs sur l'audio, y a-t-il un atout dans la collaboration? De l'extérieur, Vincent a pris le lead et annonçait très vite les nombres. Et Seb, c'est justement un des dangers des jeux collaboratifs, donc à prévoir quand on organise un pour éviter cet effet leader. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu de la coopération. Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas eu des masses. Il n'y en a pas eu des masses. C'est en l'occurrence un des points de vigilance que vous pouvez avoir quand vous créez. Alors là, c'est particulièrement vrai dans les jeux d'énigmes, alors que ce soit là des jeux d'escape type escape card, mais ça va marcher pour tout ce qui est jeux d'enquête, les escapes plutôt physiques que vous créez, si vous faites des génialis participatifs. En fait, tout ce côté un peu enquête, la première difficulté des jeux coopératifs, c'est qu'on n'est pas habitué à coopérer. En fait, dans la vraie vie, on coopère peu. Parfois, on travaille ensemble, mais quand on fait des travaux de groupe, d'ailleurs à l'école, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on se répartit le travail et on ne coopère pas. On se dispatche les tâches et ensuite on met ensemble. La coopération, c'est vraiment quelque chose de particulier qui fait que, en tout cas, il se trouve qu'on sait peu coopérer. Et ça veut dire que quand je mets en place un jeu de coopération, eh bien, la plupart du temps, les gens, ils se retrouvent dans une situation où ils voient bien qu'ils ont un objectif commun, mais leur manière de travailler, elle revient au galop. Et donc, bon, là, c'était un peu flagrant, mais dans beaucoup de unlock, il y a ce côté lead de certains ou certaines, et puis qui sont des comportements normaux, en fait, des manières de faire plutôt classiques qu'on va retrouver selon les situations. C'est-à-dire, tout le monde prend pas le lead tout le temps sur une activité. C'est plus que quand on est plus à l'aise et quand quelqu'un avec nous est plus à l'aise, on a tendance à le laisser faire. C'est encore plus renforcé quand on a de la compétition. Et donc, je reviens à Galerapagos qui a été cité, qui est un jeu finalement où on n'est pas trop dans la coopération, puisque l'idée c'est de coopérer parce qu'on en a besoin dans le jeu, mais que derrière on doit ensuite s'entretuer parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais des jeux où on est... Alors, il y a eu Codename qui a été cité aussi, où en fait, on est en coopération, on est en coopétition en fait. On est en coopération dans notre équipe et en compétition avec une autre équipe. Et bien là, en fait,
comme l'envie de réussir est très forte, on va laisser celui ou celle qui a l'air de mener la barque, on suit en fait et on se laisse porter. Ou alors quand on ne sait pas. Là, c'était le cas de Mélissa ou de Virginie, par exemple, qui ne connaissaient pas trop le jeu. Voilà, on se laisse porter par ceux qui connaissent. La difficulté, elle est donc de trouver le moyen de faire coopérer tout le monde quand on ne sait pas coopérer. Donc, vous allez rajouter dans un jeu de coopération, si je résume, on rajoute une difficulté qui est, on ne vous demande pas de vous centrer sur le contenu qu'on est en train d'essayer de faire passer dans le serious game, mais on vous demande aussi de faire un effort de coopération qui est quelque chose qui n'est pas naturel dans votre manière de fonctionner. Même si on se dit, ce serait super que notre société soit plus coopérative, ce n'est pas le cas. Et donc, on rajoute une difficulté. Ça veut dire que peut-être le jeu de coopération, un serious game de coopération, a toute sa place quand on veut travailler la coopération et qu'on veut montrer comment est-ce qu'on peut coopérer pour ensuite utiliser cette nouvelle compétence dans autre chose et d'autres activités. Mais en tout cas, partez du principe que ce n'est pas du tout naturel de coopérer dans notre société et que proposer un jeu coopératif, c'est bien, mais que si on n'accompagne pas la coopération, eh bien, en général, ça n'est pas coopératif et ça peut créer des sentiments de frustration, de j'ai rien compris, je me suis laissé déborder, je sais pas, ou alors j'ai posé 3 fois la question pour qu'on m'explique et puis on m'a pas répondu. Au début, on m'a répondu, puis au bout d'un moment, vous savez, c'est comme les gens qui entendent mal, quoi. Au début, ils disent est-ce que tu peux répéter, est-ce que tu peux répéter, puis au bout de 5 fois, ils osent plus demander de répéter et ils se coupent. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans un jeu de coopération, c'est que on va pas réussir forcément de manière simple. Il y a des tentatives, pour ceux qui connaissent l'île interdite, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'île interdite ou d'autres jeux, c'est juste un exemple. Chaque joueur ou joueuse a un pouvoir spécifique pour dire finalement, on a une liberté et on a un pion qui n'est pas comme les autres, donc chacun va avoir le lead au moment où c'est son tour de jeu. Quand on analyse les parties de l'île interdite, pour l'avoir fait jouer énormément en formation, ce qui se passe, c'est que y a quelqu'un qui prend le lead et qui va dire « toi, tu joues ça ». Ça arrive très souvent. Et la personne, quand elle a quelqu'un qui joue bien en face et qui prend le lead, en fait, elle exécute ce que lui a dit l'autre. Donc, elle n'est pas maître de sa réflexion. Nous, ce qu'on veut dans un serious game, c'est que les gens réfléchissent. Et en l'occurrence, on risque d'avoir une difficulté dans les jeux de coopération là-dessus. Donc, premier conseil, un jeu de coopération, c'est super bien quand on veut développer la coopération. Ça l'est moins quand on veut transmettre des compétences, des connaissances. Et en l'occurrence, ça rajoute une difficulté. En gros, la zone proximale de développement sur laquelle on veut que nos apprenants soient sur le contenu, ils vont aussi être dans une zone proximale de développement, voire même un peu trop loin, sur la partie coopération. Et donc, ça va rajouter de la difficulté. Le deuxième point, c'est... Alors, je vais le mettre en dernier, finalement. Allez, hop, j'y reviens. C'est le niveau de difficulté, parce que j'ai commencé à l'aborder. Le niveau de difficulté, vous voyez, là, on l'a vécu, on l'a vu, parce qu'on avait des novices et puis des experts. Vincent qui nous dit il est un peu plus facile que les autres unlock. Du coup, ça va vite. On sent que Manon, elle est à l'aise aussi. Puis les autres, c'est leur première partie. Donc, le niveau de difficulté, il n'est pas adapté à tout le monde. C'est vrai dans l'apprentissage. Vous n'avez pas, dans vos groupes, que ce soit pro ou scolaire, vous n'avez pas une homogénéité d'apprenants et les niveaux sont différents. Sauf que dans un jeu coopératif, le niveau, c'est le même pour tout le monde. Donc, si j'ai quelqu'un qui est très à l'aise, en fait, il va prendre le lead ou en tout cas, il va résoudre. Lui, il va réfléchir, mais les autres vont attendre parce qu'ils ont envie de gagner que lui ait réussi ou elle ait réussi et puis ils vont prendre la suite. Et à l'inverse, si personne n'a le niveau, tout le monde galère, personne n'y arrive et c'est compliqué. Donc,
La problématique de niveau dans un serious game coopératif, elle est hyper importante. Vous voyez l'escalier, enfin, la représentation qu'on fait en général en escalier de l'apprentissage où on doit monter marche par marche. Si j'ai un niveau plat, je me fais suer. Et dans ce cas-là, eh ben, je n'apprends rien. Donc, si votre niveau est trop bas, ça ne marche pas. Si, à l'inverse, votre niveau, c'est une falaise devant les apprenants, eh ben, ils ne vont pas y arriver non plus. Donc, vous avez vraiment à niveler, sauf que comme vous n'avez pas des apprenants qui sont homogènes dans leurs besoins en apprentissage, ben, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, vous pouvez proposer des jeux coopératifs quand vous pouvez constituer des jeux, des groupes homogènes dans les niveaux d'apprentissage et donc de difficulté que vous allez proposer. Ça veut dire aussi que vous les connaissez très bien et que vous savez, vous, dans la conception, trouver le juste niveau, ce qui n'est pas très facile. Et là, je vais plutôt vous montrer qu'un jeu compétitif, ça va être plus simple. Un jeu compétitif, le niveau, il vient des joueurs en face. Donc, finalement, si je m'adresse à un joueur fort, je vais devoir mobiliser beaucoup de compétences. Donc, votre seul peut-être challenge, c'est de ne pas avoir des écarts trop forts de niveau entre deux joueurs. Et encore, même ça peut être apprenant, mais un peu moins parce que le joueur très fort va apprendre moins, il aura moins de challenge. Et donc, ça va être souvent moins stimulant et pour gagner. Mais c'est plus facile d'avoir des joueurs même hétérogènes, c'est pas grave, ils vont apprendre en fait en mobilisant les choses. Et surtout, ils vont être plus impliqués. La différence de niveau, elle va être un peu gommée par la compétition. Donc, c'est pas idéal sur toutes les valeurs qu'on a, mais c'est plus facile à mettre en œuvre et c'est plus facile, en tout cas, c'est plus performant dans l'engagement, pas par rapport à l'appétence au jeu, mais dans l'engagement cognitif sur les apprentissages. Donc, le niveau de difficulté, il est vraiment difficile à situer. Et vraiment, regardez les jeux coopératifs du commerce. On a évoqué tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des jeux qui scoraient sur un nombre de points et puis on évaluait, on avait une échelle de réussite. C'est vrai pour Feelings, c'est vrai pour Anabi que je vous ai cité, pour plein d'autres, je les ai vus passer dans le chat. L'idée, c'est que voilà, on va proposer une échelle de valeur, mais c'est pas très satisfaisant. On n'a pas une vraie réussite. On a une amélioration et on conserve la difficulté de coopérer et donc de ne pas avoir de personnes qui prennent le lead. Donc, niveau de difficulté, compliqué. Je reviens à ma diapo 2 avant, et ça sera la dernière. Je garde l'œil sur la pendule. L'immersion et l'attention. La plupart des jeux coopératifs qui sont joués en formation sont plutôt de type escape game. Un type escape game, ce qu'on va favoriser, ce qui nous plaît, c'est le côté immersif. C'est le côté, je me plonge vraiment dans l'univers. Et d'ailleurs, je ne sais pas l'expérience là, mais je suis dans la résolution. J'oublie ce qui se passe autour. Je suis vraiment dans le jeu. Ça, c'est top. On se dit, c'est génial parce que mes apprenants, ils oublient leur mail, leur téléphone portable. Voilà. Ils se concentrent, ils oublient de discuter entre eux, ils sont focalisés sur le jeu. C'est top. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que l'attention soit bien focalisée. Et dans l'immersion, on garantit qu'on oublie ce qu'il y a autour, qu'on est bien actif dans le jeu, ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que mon attention soit centrée sur les apprentissages. Dans un escape, très souvent, là où je vais focaliser mon attention, c'est sur la résolution des énigmes. Ce n'est pas sur le moyen de le faire, c'est sur, par exemple, le code que j'ai à trouver. Et ce n'est pas sur ce qu'il provoque. Très souvent, pour beaucoup de gens, en tout cas, ce n'est pas une vérité absolue, mais pour beaucoup de gens, quand on les interroge, ce qui compte, ça va être ces fameuses associations et plus l'histoire, le storytelling. Donc, quand vous concevez un escape game où ce qui compte, c'est le storytelling et puis, au final, parce que ça fait comprendre un processus global, vous risquez de passer à côté. Si vos énigmes
c'est juste la résolution, je sais pas. Alors, je donne très souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de cet escape comme exemple, mais il se trouve que dans un escape, moi j'avais à résoudre un code à 4 chiffres. Donc je résous mon code, on me donne en équipe, donc je cherchais, ok, mon code c'était le 3 9 1 9, ok, je rentre, j'ouvre, je passe à autre chose, j'étais très contente. Sauf que du coup, ce qui compte, c'est mon code. Et mon code, il m'apporte pas grand-chose. Or, dans le débriefing, eh bien, il se trouve que c'était un jeu sur les violences faites aux femmes. Et le 3919, c'est le numéro, j'en profite pour le repasser à un nombre important de personnes, c'est le numéro de téléphone, d'appel pour les femmes victimes de violences. Numéro anonyme, gratuit, et personne ne sait que vous avez appelé. C'est du coup quelque chose que je connaissais et que j'ai pas remobilisé dans l'escape parce que j'étais en mode je résous des énigmes, je trouve des codes. Donc vous voyez bien que mon attention elle n'est pas focalisée au bon endroit. Cet escape il a été reformulé, refondu pour passer de je résous des énigmes pour essayer de trouver qui est le coupable à je résous des énigmes, je sais déjà qui est le coupable et dans tout mon escape game, je dois finalement trouver des preuves à charge contre le coupable. Et donc, chaque élément de décor, chaque élément, chaque code que je vais rentrer, chaque association que je vais faire peut être une preuve à charge pour le mari qui a tué sa femme. Donc, et ensuite, je vais rédiger un rapport. Cette focalisation de l'attention sur, non pas je résous, je trouve des codes, mais je me focalise sur l'après, sur le contenu important de mon escape en l'occurrence, c'est ça l'enjeu. C'est de trouver le moyen de focaliser l'attention des apprenants au bon endroit. Ces trois éléments, je vais vous les répéter, mais pour synthétiser, donc on a la difficulté de coopérer, qui n'est pas un comportement qui est facile. Donc, ça, c'est une difficulté. J'ai une difficulté sur le fait de porter l'attention, non pas sur le jeu, non pas sur l'immersion, non pas sur les actions que je suis en train de faire, mais bien sur les apprentissages que je suis en train de mobiliser. Et puis, dernier point de vigilance, je dois avoir un niveau c'est ça le plus difficile dans la création, je dois avoir un niveau qui est adapté à mes apprenants. Donc, fort de tous ces constats sur comment est-ce que je peux utiliser le jeu coopératif, bien mon conseil, c'est plutôt de vous dire, est-ce que le jeu coopératif sert à développer la coopération? Dans ce cas-là, oui, je l'utilise. Et la question ne se pose pas. Et j'accompagne à la construction d'outils permettant la coopération. Si ça n'est pas mon enjeu, je me pose la question et peut-être que je vais opter pour un jeu coopératif qui va être plus simple à mettre en place et surtout dont je vais être un petit peu plus sûre de l'efficacité pédagogique. Et si je veux vraiment aller sur les escapes ou sur les jeux coopératifs type Anabi, Tierceleux et autres, je valide que ces 3 points, comment est-ce que je facilite la coopération et l'engagement de chacun dans le groupe pour pas laisser quelqu'un de côté, parce que ça, on ne se le permettrait pas dans aucune formation, de mettre quelqu'un de côté en disant c'est pas grave, ça sert à tout le monde, mais lui, s'il a rien compris au jeu, ben c'est pas grave. Vous ne vous le permettriez pas en tant que formateur ou enseignant dans votre quotidien, donc le faites pas là-dessus. Donc, soyez vigilants aux 3 points qu'on vient d'évoquer. Si vraiment vous voulez aller vers les jeux coopératifs, trouvez le moyen d'avoir un niveau qui soit bien gradué, de faire des teams de niveau, de faciliter la coopération et trouver le moyen que personne soit mis de côté et de centrer l'attention au bon endroit. Ce sera ma conclusion parce qu'il est 11h01. Je suis très frustrée de ne pas vous donner la possibilité de poser des questions, mais je vous remets
des QR codes pour ceux qui veulent capter. Pour voilà, si ça vous intéresse de continuer à échanger, vous savez certainement pour ceux qui sont sur LinkedIn, je publie beaucoup de choses beaucoup de contenu sur les jeux, pas que sur des jeux coopératifs, mais sur les serious games. Donc voilà, c'est un moyen. Et puis vous pouvez me contacter sur LinkedIn pour me poser des questions. J'essaye d'y répondre. Charlie, 11h02. Ouais, J'ai you've un been peu très incredible. rempli. Si tu me dis qu'on a 2 minutes pour une question, c'est cool. Sinon, bah voilà. Et cela dit, voilà, je peux échanger sur LinkedIn sans problème. Non, mais tu toujours aussi incroyable, Susan, merci beaucoup. Sachez, en fait, techniquement, on peut se dire que tu as, en fait, les ateliers, les prochains ateliers ne s'ouvrent de toute façon que dans trois petites minutes. Donc, tu as un peu de temps de prendre des questions si les Ah, personnes trop en ont. bien. Et sinon, il faudra que je juste me laisser une petite minute de présentation des prochains ateliers pour présenter à tout le monde, voilà, ce qui est pour la suite Eh des bien, aventures. peut-être fais ça. Et puis moi, je réponds aux questions dès que tu as fait la presse. Comme ça, on fait le truc indispensable. Et moi, je réponds aux questions. Bon, Après. super. Ah, vas-y. Attends, je coupe l'écran. J'ai Euh, besoin peut-être de projeter. Et pendant que tu cherches, Sébastien, très bon résumé. Très bon résumé. Alors, pour la suite des aventures, hop, ça va être assez rapide. Donc là, donc vous venez de voir Susan, qui nous a parlé de Moi. coopérer pour apprendre avec des jeux. C'est possible, mais pas n'importe comment. Et pour la suite des aventures, donc dans 2 minutes, les ateliers vont s'ouvrir. Vous avez donc un atelier Ludexpert avec Marie Soulier qui s'intitule L'engagement des élèves en classe, principes, méthodes, résultats. Vous avez un Ludexperientia, donc c'est un retour de terrain de Stéphane Guyon, utiliser Mataléa pour faciliter la coopération en classe. Vous avez 2 lieux d'atelier, donc c'est notre format où vous repartez avec une production à la fin des ateliers et c'est pour cela que ces ateliers-là sont un petit peu plus longs. Ils durent 1 heure et demie. Donc vous avez comment utiliser Canva Éducation pour créer des présentations captivantes pour les étudiants. Et Marion Dubois vous présentera donc Flashcards, un outil personnel pour apprendre aussi en groupe. Et le dernier atelier sera animé par Mélanie Fénard, donc du collectif Escape, qui s'intitule Comment favoriser la collaboration, coopération avec un escape game pédagogique. Et le but des Ludo Blabla, c'est que Mélanie donc vous présente rapidement le principe des escape games pédagogiques, ce que c'est. Et le but, c'est vraiment de discuter autour de ce format qui est l'escape game pédagogique. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous avez un atelier spécial qui s'appelle Besoin d'aide. Et c'est donc une visio qui est ouverte toute la journée et demain toute la journée. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Encore merci, Suzanne, de m'avoir laissé un petit peu de temps. Et je te rends le micro. Alors, je vois Svetlana qui me demande des jeux de commerce simples, coopératifs. Unlock est très simple en vrai, donc c'est un bon test. Je viens de mettre un habit parce que je suis assez fan de ce que ça génère comme communication. Qu'est-ce que j'ai testé récemment? Alors, je fais beaucoup de jeux d'enquête. J'en teste plein de très différents. Alors vraiment, voilà. Il y en a tellement. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'ai fait un undo, j'ai fait un Descape, j'ai fait. Ah si, j'ai testé un jeu, je sais pas si je l'ai là, un jeu avec des puzzles coopératifs pour les enfants, qui est très sympa. On doit enquêter et alors c'est pas des puzzles, c'est des cartes qu'on pose les unes détective team ou team détective, hein, je ne sais plus dans quel ordre, qui a une mécanique très sympa aussi. Voilà, un jeu coop. Après, moi je teste beaucoup de mécaniques de coopérative dans les jeux d'enquête. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le fond ou si j'ai pas été claire, parce que c'est possible, j'ai fait vite sur le contenu, les points de vigilance ou des manières de faire, j'en sais rien. Dites-moi. Il n'y en a pas en fait des questions, c'est trop bien. Retenez peut-être un truc, c'est que le fait de donner des rôles à chacun, en responsabilisant la personne sur le fait que à son tour de jeu, c'est elle qui décide. Par exemple, dans Undo, c'est bien indiqué que on échange et puis c'est à chacun son tour.
Et donc, celui à qui c'est le tour doit décider la date à laquelle on va se rendre pour aller explorer, après une phase de débat collectif. Donc, en fait, c'est des moyens d'instaurer de la coopération et de la forcer. Mais dans les faits, c'est pas forcément respecté. Donc, voilà, on a l'impression que ça va fonctionner, ça marche moyennement. Ce qui peut fonctionner dans les jeux coopératifs, c'est quand chacun a vraiment pas les mêmes infos. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer des supports dont chacun dispose pour aller, qui va permettre de communiquer. Et donc, comme je n'ai pas le même support, ah oui, ça c'est par exemple Perspective propose propose cette mécanique de jeu, Perspective, où chacun va avoir une vision différente. Et donc, pour reconstituer l'enquête, en fait, on a vraiment besoin de chacun. Donc ça, c'est une manière de créer, en fait, de forcer les interactions et de forcer chacun à être pleinement responsable de ce qu'il amène et de la réflexion du collectif. Donc, on ne peut pas se passer de quelqu'un. La difficulté, c'est, là encore, si vous avez des différences de niveau, est-ce que ça peut provoquer? Je vous rappelle qu'un serious game doit être fait dans un cadre qui est vraiment posé comme étant un cadre sécurisant, parce que sinon, on se met en danger. Et un jeu, pour octroyer ce que nous, on cherche en tant que formateur, formatrice, enseignant, enseignante, ce qu'on cherche, nous, c'est ce que crée le jeu, c'est-à-dire ce droit à l'erreur, cette liberté de parole, cette possibilité d'expérimenter des choses. Et ça, on va le perdre. On perd ces intérêts du jeu si derrière, ça a des conséquences. Or, si je me retrouve dans un climat où finalement le jeu va provoquer des tensions qui vont persister après le jeu parce que j'ai mis en difficulté mon équipe et que autour de la table, je peux avoir des mauvais joueurs, hein, tout le monde n'est pas hyper habitué à jouer. Et donc, comme au jeu, je ne joue pas avec tonton Gérard parce que après, il est de super mauvais poil et il pourrit la soirée de tout le monde. Et bien là, en l'occurrence, si je me sens pas en sécurité avec les autres apprenants, parce que j'ai peur qu'il y ait des conséquences après le jeu, ou alors parce que ça s'est passé une fois, je vais pas oser en fait prendre des initiatives ou donner trop d'infos, m'engager ou proposer une solution. Donc c'est pas parce que vous rétablissez vraiment le côté chacun a des infos qu'on va mettre en collectif que ça va tout changer, ça va bien améliorer les choses, mais il va falloir aussi vraiment être très vigilant au cadre que vous posez. Ça, c'est valable pour tous les jeux, pas que les jeux coopératifs. Et en plus, on a des super liens pour Perspective, Escape, trop bien, pour construire des choses. Est-ce que je remonte s'il y a des questions? Ouais, c'est ça. Donc, ce que tu dis, Manon, chacun n'est pas sur le même Geniali. À veiller au fait que le niveau de difficulté soit bon pour chacun. Et puis qu'on puisse aller vers qu'il n'y ait pas de ces tensions à la fin parce que finalement on a perdu parce qu'une personne ne peut pas, n'y arrive pas. Dans les jeux vidéo, vous avez il y a des jeux vidéo coopératifs. Là, j'en ai animé un avant-hier, je ne sais plus, avant-hier, où un des joueurs, il y avait une compétition entre deux jeux coopératifs et un des joueurs d'une équipe n'a pas réussi sa dernière action, l'a raté, re-raté. Et en fait, du coup, son équipe aurait dû gagner et n'a pas gagné parce que n'a pas fait le meilleur score parce que, de fait, à la fin, il n'a pas réussi son action. Et ça peut être stigmatisant, en fait, pour le participant. Donc, il faut faire attention. Dans les escapes, vous savez que le niveau de difficulté, il est régulé par l'accès aux indices. Ils vont réguler la difficulté. Avec la frustration que ça peut générer d'aller regarder les indices. Je trouve que 11h11, c'est une heure merveilleuse pour clôturer ce webinaire. Et oui, un maître du jeu pour... merci Manon. Un maître du jeu pour réguler, un maître du jeu pour apprendre à
quand même prendre le temps, quand on est sous pression temporelle, d'expliquer aux autres, de vraiment garder tout le monde actif, etc. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux, vous voyez, dans la construction pour avoir quelque chose qui soit pleinement coopératif et qui soit centré sur les apprentissages que vous avez besoin en fait de mobiliser. Donc vraiment, je vais répéter mon conseil, hein, mais si c'est la coopération que vous voulez développer, c'est nickel. Si c'est pas ça, si c'est d'autres sujets et que vous vous sentez pas la force d'aller traiter tous les points que je viens d'évoquer, commencez par des serious games compétitifs. C'est beaucoup plus facile. Et après, quand vous serez aguerri, que vous aurez testé, et que vous aurez en référence plein de manières d'aller gérer toutes les difficultés qu'on a évoquées en termes de niveau, en termes d'attention, en termes de coopération, etc. Eh bien, dans ce cas-là, vous irez vers les jeux coop. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle journée et de super ateliers. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, peut-être après l'été, parce qu'un peu de repos, c'est bien aussi. Belle journée à tout le monde. Charlie, il faut juste que tu me dises si tu veux que je quitte ou que je mette fin ou que je fasse quoi. Si tu es toujours par là. Ouais, je peux quitter. Alors désolé, je suis en train de parler en même temps avec d'autres. J'écoute Oui, je me les autres en doute même ça. temps. À Oui, côté. oui, Non, est-ce que je tu peux veux que je mettre fin à quitte la ou je réunion. mets Ouais, ouais. fin à la réunion? Ok, je mets Ouais, fin. bah ça va faire Et partir tout le monde. concentre-toi sur la suite. Allez, bonne journée. Merci, Susan, vraiment, c'était hyper chouette. Salut. C'était top. Salut, Salut. bonne journée.